Salut à tous les amis, c'est Akan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo thread d'horreur. Et je peux vous dire que j'ai trouvé des histoires qui sont vraiment muy bien. Donc je vous fais pas patienter plus que ça, on est parti pour se plonger dans ces trois histoires qui franchement sont vraiment terrifiantes ma foi. Dans cette première histoire, on va voir le récit de Bridget. Bridget a vécu en Espagne pendant 6 mois et elle allait rentrer chez elle en Irlande. Du coup, elle a décidé d'organiser un petit dîner avec un ami et elle vivait avec une colocataire qui était un peu plus vieille qu'elle. Et étant plutôt gentille, cette colocataire a dit à Bridget qu'elle allait laisser l'appartement à son ami et elle. Comme ça, il serait tranquille. En plus de ça, la colocataire avait été invitée à un dîner chez des amis, du coup, tout concordait parfaitement. Cette colocataire est donc partie et quelques minutes plus tard, quelqu'un a appuyé sur la sonnette de l'appartement de Bridget. Vous savez, c'était un type d'appartement où à l'entrée on avait tous les habitants de l'immeuble et on pouvait sonner directement chez les gens pour qu'ils ouvrent la porte. Bridget regarde donc sur son petit panneau de contrôle où elle voyait justement via une caméra qui sonnait à la porte. Et c'était une femme dans la vingtaine, la trentaine, elle ne sait pas trop. Dans un premier temps, Bridget pense que c'est une amie de sa colocataire qui était venue pour aller au dîner entre amis avec elle. Du coup, la colocataire de Bridget n'étant pas encore sortie de l'immeuble, Bridget appuie sur le bouton pour déverrouiller la porte pour que sa colocataire et cette personne se croisent dans le hall d'accueil et ensuite aillent à leur dîner. Rien d'anormal jusque là, me direz-vous. Quand Bridget a déverrouillé la porte, la femme était sur le point de partir. À partir du moment où elle a appuyé, la femme s'est précipitée vers la porte et ensuite Bridget n'a plus prêté attention à ce qui se passait, elle a ouvert la porte et elle est retournée à ce qu'elle faisait. Sauf que les choses ne vont pas se passer comme elle l'imaginait. Cette femme monte jusqu'à l'étage de Bridget et se rend devant son appartement. La femme sonne à l'appartement, Bridget se demande ce qu'il se passe, elle regarde donc au travers du petit trou sur la porte et elle voit que c'est la même femme qu'en bas qui sonne à l'interphone et au moins en voyant son visage de près, elle sait désormais qu'elle ne connaît effectivement pas cette personne. Là, Bridget commence un petit peu à avoir peur. Elle fait un signe à son ami qui était là d'être totalement silencieux. Il se recule délicatement de la porte pour ne pas être entendu et il change de pièce. Là, Bridget essaie de contacter sa colocataire en l'appelant pour savoir si c'est quelqu'un qu'elle connaît. Pendant ce temps-là, la femme n'arrête pas de sonner à la porte. De temps en temps, Bridget se rend devant la porte pour regarder si la personne est toujours là et elle se dit que c'est définitivement pas quelqu'un que sa colocataire connaît parce que si cette personne-là la connaissait, elle lui enverrait un message, elle essaierait de la contacter et la femme devant la porte, elle n'a jamais sorti une seule fois son téléphone. En plus de ça, ce qui est étrange pour Bridget, c'est que cette femme reste devant la porte à sonner mais elle ne dit rien. Elle ne crie pas un nom. Elle ne dit pas s'il y a quelqu'un qui est dans l'appartement, elle ne fait que sonner à la porte. Ça devient vraiment de plus en plus étrange pour Bridget, du coup elle essaye de faire comme si personne n'était dans l'appartement, sauf que son plan tombe vite à l'eau parce qu'elle est dans l'appartement et il y a des lumières, et du coup on voit un peu les lumières passer sous la porte, donc la femme sait pertinemment qu'en fait il y a bien des gens dans l'appartement. Et c'est là que la femme va dire quelque chose qui va glacer le sang de Bridget. Elle va dire « Je sais que tu es là et que tu me regardes ». Même si elle bluffe, si toi tu es dans ton appartement et que tu entends quelqu'un dire ça et que tu le prends justement comme si on s'adressait personnellement à toi, je pense que ça peut te faire sacrément peur. Bridget se rapproche donc doucement de la porte, regarde de nouveau dans le petit trou, et là elle voit que la femme regarde directement Bridget au travers du trou. Et là elle commence à faire quelque chose d'étrange, elle commence à gratter sur la porte. Bridget reste dans sa stratégie et décide de ne montrer aucun signe de vie. Elle fait comme si elle n'était pas là, elle espère que la personne va partir. Et cette personne va effectivement partir. Mais au bout de 40 minutes. Au bout de ces 40 minutes, la personne va se diriger vers l'ascenseur dans le couloir et va partir. Bridget va pouvoir regarder justement au travers de son petit panneau de contrôle si la femme part réellement. Et effectivement, elle voit la femme qui s'en va. Il faut savoir qu'on a accès à des caméras de surveillance dans le hall d'entrée de l'immeuble où vit Bridget. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sortes de télévisions un peu de surveillance où on voit un peu les alentours de l'immeuble. Du coup, une fois que Bridget est sûre et certaine que la personne est à l'extérieur des parties privées, si on peut dire ça comme ça, de l'appartement, c'est-à-dire après la fameuse porte qu'il faut débloquer. Donc en gros, à partir du moment où elle est sûre que la personne ne pourra pas revenir dans la zone où il y a les appartements, Bridget sort de chez elle et se précipite justement à cet endroit, là où il y a les sortes de télévisions avec les caméras, pour essayer de voir où se rend cette femme. Elle regarde et elle voit que la femme fait le tour de l'immeuble et qu'elle rejoint deux hommes qui attendaient avec des capuches sur la tête. Donc Bridget n'a pas pu voir leur visage. Mais ces hommes n'étaient pas là simplement à attendre pour la femme. Ils avaient des sacs et l'un des deux hommes avait en main ce qui s'apparentait à une grosse batte de baseball. Après cela, Bridget, assez traumatisée, remonte chez elle et du coup, pendant le reste de la soirée, elle et son amie sont plutôt restés sur le qui-vive. Les amis, c'est là que ce premier récit se termine. Qui était cette femme? Qui étaient ces deux hommes avec elle? Ça reste un vrai mystère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que leurs intentions n'étaient sûrement pas bienveillantes envers Bridget. Est-ce qu'ils voulaient l'attaquer?
cambrioler, peut-être se venger personnellement parce que la femme avait l'air de savoir où elle se rendait. Donc peut-être qu'il y avait une histoire derrière tout ça qu'on ne connaîtra jamais. Mais en tout cas, bien sûr, n'hésitez pas à me donner vos théories dans les commentaires. Moi, je suis toujours friand de lire vos petites théories là-dessus. Les amis, dans cette seconde histoire, on va parler en quelque sorte d'Instagram. Dans cette histoire, on va voir le récit de Sébastien, qui nous parle d'une histoire qui lui est arrivée il y a de ça quelques années. Une de ses amies est une micro-influenceuse sur Instagram, c'est-à-dire qu'elle n'a pas des millions d'abonnés, mais elle a quand même un certain nombre de followers qui lui permettent d'accéder à des invitations dans certains lieux, avoir des codes promo, recevoir des produits gratuitement. Et du coup, dans cette histoire-là, cette amie a été invitée gratuitement dans un hôtel à Miami. On va appeler cette amie influenceuse Eve. Eva avait reçu une invitation de la part d'un hôtel à Miami pour passer un petit week-end tranquillement chez eux, où tout serait pris en charge par l'hôtel, que ce soit la nourriture ou les petits plaisirs à côté. La seule chose que l'influenceuse devait payer, c'était le billet d'avion. Le billet d'avion allait ensuite être remboursé par l'hôtel, mais c'était elle qui devait le prendre à sa charge dans un premier temps pour que derrière l'hôtel fasse le remboursement. Sébastien nous explique que en fait souvent les hôtels par exemple utilisent ce genre de système pour que l'influenceuse se rende bien à l'hôtel en question pour faire la promotion du lieu et pas juste qu'elle encaisse l'argent pour payer le billet et qu'en fait elle ne se pointe jamais et qu'elle donne peu aucun signe de vie, qu'elle prenne juste de l'argent. L'hôtel a autorisé à Eve d'amener une amie, et je dis bien une amie. Comme ça, Eve et la fameuse amie pourront prendre des photos à l'hôtel, les mettre en avant sur Instagram pour en faire la pub. C'était la première fois que Eve faisait ce genre de choses, du coup elle était assez nerveuse. Elle ne savait pas forcément comment ça marchait. Elle invite Sébastien, et pas une amie, qui est un ami de Eve qui est gay, parce qu'elle se dit que si jamais il y a un problème, la présence d'un homme, ça pourrait fortement l'aider. Ils se disent que de toute manière, ça devrait passer auprès de l'hôtel, parce que lui, il prend en charge son billet d'avion, il respecte totalement le deal. Eve et Sébastien arrivent donc à l'aéroport de Miami. Quelqu'un de l'hôtel est censé avoir envoyé un taxi, un chauffeur en tout cas, pour les emmener ensuite sur place. Et du coup, effectivement, en arrivant, ils tombent sur un homme qui a une sorte de pancarte avec le logo de l'hôtel et le nom de l'influenceuse. Ils ont été bien accueillis et on les a ensuite escortés vers un SUV noir. Et c'est à partir de ce moment-là que tout a commencé à dégénérer. Dès que Eve et Sébastien sont arrivés dans la voiture, le chauffeur avait l'air assez contrarié. Le chauffeur, qui est habillé tout en noir, commence à parler. Dans un premier temps, Sébastien et Eve pensent qu'il parle à la personne qui les a escortés jusqu'à la voiture, mais en fait pas du tout. Le chauffeur parle directement à l'influenceuse. Il parle dans un américain pas très bon. Et en fait, de ce que les deux jeunes gens comprennent, le chauffeur est très contrarié par la présence de Sébastien. Il répète « two girl, two girl, two girl ». Il dit « où est la deuxième fille ?» Là, Sébastien et Eve sont assez confus. La personne qui avait escorté les deux jeunes gens rentre dans la voiture côté passager et il commence à s'embrouiller verbalement avec le chauffeur en portugais. Après cette petite confrontation, l'homme sur le siège passager se retourne vers Eve et Sébastien et demande où est la deuxième fille. Là, Eve, assez agacée par la situation, dit « il n'y a pas d'autre fille, je suis », elle donne son nom d'influenceuse, c'est moi qui ai été contacté et lui c'est mon ami, il n'y a personne d'autre. Là la personne qui était assise sur le siège passager a l'air très agacée, il sort de la voiture, il ouvre le coffre, il dégage les bagages de Sébastien et de Eve, il retourne dans la voiture et il leur dit clairement de sortir. Après cela, ils s'en vont. Sébastien et Eve sont là, devant l'aéroport, totalement paumés, totalement choqués par ce qui vient de leur arriver. Du coup, Eve prend immédiatement contact avec la personne qui l'a invitée, qui l'avait contactée sous le nom de Melissa, et malheureusement, aucune réponse de sa part ne leur est venue en aide derrière. Eve et Sébastien se disent qu'ils vont aller directement confronter les personnes à l'hôtel, ils prennent un taxi et ils s'y rendent. Et c'est une fois qu'ils arrivent devant l'hôtel qu'ils vont comprendre plusieurs choses. L'hôtel, qui se trouve à l'adresse qu'on lui avait donnée, est un tout autre hôtel, qui n'a pas du tout le même nom. En fait, clairement, c'est que l'hôtel qui a invité l'influenceuse à venir était un ancien hôtel qui était à cet emplacement, mais cet hôtel avait été racheté par une autre marque d'hôtel, et du coup, ils avaient refait la marque, le logo, ils avaient pris de nouveaux employés, etc. C'est assez étrange quand même comme histoire. Eve et Sébastien rentrent dans l'établissement, ils demandent à voir des responsables, et après avoir parlé avec eux, il se trouve que l'Instagram qui a contacté Eve était effectivement le compte Instagram de l'ancien hôtel, mais pas celui qui est là actuellement. Cet hôtel dans lequel il se trouve actuellement ne les a jamais contactés. Du coup, la question c'est qui a contacté l'influenceuse et pourquoi? En plus, ce qui était assez étrange, c'est que le compte Instagram de l'hôtel qui avait contacté l'influenceuse semblait assez réel. Il y avait beaucoup de followers, à peu près 10 000. Mais c'est vrai qu'après analyse, les photos de l'hôtel semblaient assez vieilles. Par exemple, en arrière-plan, derrière l'hôtel, on pouvait voir un bâtiment en construction qui était là maintenant déjà bien construit. Vous voyez ce genre de détails du temps qui font la différence. Les posts des photos d'ailleurs
était assez daté. Et là, l'influenceuse Eve se dit que elle s'est fait totalement avoir et du coup, elle commence à pleurer. Les deux jeunes gens prennent contact avec la police et là, ils décident de mener l'enquête. Ils arrivent à retrouver le détenteur de ce fameux compte Instagram. Et je vais vous expliquer sur quoi les policiers sont tombés. En fait, Eve était la cible d'un grand trafic d'humains. Et précisément un trafic de femmes. Et je pense que quand je vais vous expliquer, vous allez un peu comprendre comment tout s'articule. En fait, c'était un groupe de personnes, pas très nombreux parce qu'ils ont tous été arrêtés par la police, qui contactaient via ce compte Instagram de l'hôtel, qui n'était plus en activité, du coup plus personne s'en servait. Eux avaient réussi à hacker ce compte pour en prendre possession. Et du coup, ils envoyaient justement des invitations à de jeunes influenceuses, mais pas très connues, vraiment des gens qui pouvaient avoir 10 000 abonnés. 5000 abonnés, vraiment des micro-influenceurs, en leur disant votre profil nous intéresse, on voudrait vous inviter dans notre hôtel pour que vous puissiez passer un bon moment. Et en fait, ce qu'ils faisaient, c'était que ils leur disaient vous pouvez venir avec une amie, et bien une amie, et justement au moment où ils rentrent dans ce fameux SUV noir, ils étaient à partir de ce moment-là enlevés. On les amenait justement, pas du tout dans un hôtel, mais dans un endroit très peu recommandable, où ensuite elles étaient vendues, mis un peu en esclavage, enfin voilà. Elles rentraient dans ce système de trafic de femmes. Et en fait, la présence de Sébastien, clairement, a empêché le kidnapping de Eve l'influenceuse. Parce qu'en étant un homme, bah forcément, ça cassait le délire des deux filles. C'est pour ça qu'en fait, ils arrêtaient pas de dire où est l'autre fille, où est l'autre fille, où est l'autre fille, parce qu'ils allaient dire Sébastien, toi, prends un taxi et tu nous rejoins. Mais en tout cas, les deux filles, elles restent dans les SUV noirs et puis elles auraient été enlevées devant ses yeux. Mais bon, sachant qu'il n'y avait que Sébastien et Eve, bah Sébastien n'allait pas dire je sors de la voiture, normal, et du coup ça a cassé leur petite manipulation. Sébastien aujourd'hui quand il repense ça lui fait vraiment de gros frissons, parce qu'admettons l'influenceuse se serait rendue au rendez-vous totalement seule, elle se serait fait enlever, avec une amie elle se serait fait enlever, et du coup elle a vraiment échappé de peu à un enlèvement. En tout cas cette histoire elle est assez folle parce que ça peut partir d'une histoire vraiment bateau, tu te dis que tu as invité à un hôtel pour en faire de la pub, et finalement, il y a carrément une arnaque, une supercherie qui est mise en place autour justement de ce truc d'hôtel. Et les femmes finissent derrière kidnappées et mises en place dans un trafic de femmes. C'est totalement dingue, je trouve. J'ai pas d'autres mots, c'est vraiment fou. Tu te dis de voir vraiment jusqu'où les gens sont prêts à aller pour arriver à leur fin super malsaine. Ce troisième récit sera l'histoire de Oliver. Oliver vivait avec son père et sa mère, et son père était un retraité de l'armée, mais il s'ennuyait beaucoup à rester à la maison, du coup son père avait décidé de continuer à travailler, et il avait trouvé un emploi dans une station-service. Il vivait en famille dans une petite ville, la station-service se trouvait dans cette même petite ville, et du coup les propriétaires de cet endroit se fichaient un petit peu si Oliver venait aider de temps en temps son père à la station-service pour vendre des objets, remettre un peu sur les étagères les produits qui manquaient, mais en tout cas il n'avait pas le droit de vendre de cigarettes ou d'alcool. Précisément, l'année où se déroulent les faits, c'est en 1990. C'est important. Je vous dis ça comme ça parce que c'est important. Oliver s'en souvient vraiment très bien parce que ces faits se sont déroulés peu de temps après son anniversaire. Oliver venait d'avoir l'équivalent de son code de la route chez nous, où il pouvait faire de la conduite accompagnée, donc il conduisait de temps en temps avec son père, et du coup il était à la station-service, tranquillement, là où il s'asseyait habituellement, sur une table près de la fenêtre, et il lisait un livre. Il se souvient que quelque chose a attiré son attention, le sortant de sa concentration sur son livre. Il faisait nuit, mais dans la nuit, Oliver remarque une femme qui marche sur le parking en direction de la station-service. C'est assez anodin parce qu'il n'y a pas grand monde qui vient sur cette station-service à part les gens qui vivent dans la ville à côté. Du coup, une femme qui marche comme ça se remarque. Oliver se dit que cette femme est peut-être tombée en panne un peu plus loin et que du coup elle vient là pour demander de l'aide ou pour essayer de trouver de quoi réparer sa voiture. Mais Oliver se trompe totalement. Elle rentre dans la station-service, elle regarde un peu aux alentours pendant quelques minutes, et Oliver se souvient qu'il a eu une mauvaise impression vis-à-vis de cette femme. Cette femme s'approche de la caisse où se trouve le père d'Oliver, et elle lui raconte qu'en fait, elle a eu une panne un peu plus loin, et du coup, elle a absolument besoin que quelqu'un l'emmène en voiture quelque part. C'est-à-dire quelque part dans une grande ville qui était aux alentours, pour qu'elle puisse derrière appeler des gens ou trouver un moyen de rentrer chez elle. La ville qu'elle cherche à atteindre, c'est la ville d'Ocala. Le père refuse, il dit qu'il est en train de travailler et qu'il ne peut pas laisser le magasin comme ça pour l'emmener quelque part. La femme voit Oliver, elle le regarde, et là, Oliver se sent assez mal à l'aise. Il jette un coup d'œil derrière la femme, là où il y a son père, et son père lui fait un signe de tête, il lui fait un nom de la tête. Là, la femme se retourne et demande au père si Oliver, lui,
peut emmener cette femme justement jusqu'à Ocala. Le père dit que non, ce n'est également pas possible parce qu'il n'a que la conduite accompagnée, du coup il ne peut pas conduire sans qu'il soit là. De base, Oliver aurait pu le faire parce qu'il a déjà conduit sans son père, faire juste un aller-retour comme ça rapidement, mais là, étrangement, il n'en avait pas du tout l'envie. Oliver ne cherche pas non plus à s'imposer en disant mais si, je vais l'emmener, t'inquiète pas, parce qu'il remarque que son père a un comportement assez étrange. Normalement, il est plutôt gentil, courtois avec les clients, il fait un peu la conversation, et là, justement, son comportement étrange fait que il cherche à rompre la conversation, à faire en sorte que la femme parte le plus vite possible. Oliver sent que son père a un très mauvais pressentiment vis-à-vis de cette femme. Là, la femme, étonnamment, s'énerve et commence à insulter le père d'Oliver comme ça. Au bout de quelques insultes, le père dit que c'en est assez et lui demande de sortir du magasin. La femme s'exécute, elle sort en colère, elle claque la porte en partant et ensuite Oliver la voit repartir en traversant le parking à pied et repartir dans la pénombre jusqu'à ce qu'il ne la voit plus. Une rencontre avec une cliente énervée parce que tu ne veux pas l'aider, ça peut arriver pour ceux qui travaillent dans la vente ou ceux qui sont en relation avec des personnes, mais ce genre de client ça reste assez particulier, vous allez voir pourquoi. Effectivement, l'histoire ne s'arrête pas ici. Quasiment une année passe, Oliver était tranquillement dans sa chambre, il allait bientôt avoir 16 ans, quand il entend son père l'appeler du salon en disant « Fiston, ramène-toi vite ici, il faut que tu vois ça ». Oliver fonce dans le salon et il voit que son père pointe la télévision. À la télé, il y avait un reportage qui disait qu'une tueuse en série avait été arrêtée et je suppose que maintenant vous vous en doutez, c'était la femme de la station-service. Cette femme s'appelait Eileen Wuornos, autrement appelée la demoiselle de la mort, qui était une tueuse en série qui a tué pas moins de 7 personnes entre 1789 et 1990. Il faut savoir qu'une de ses victimes s'appelait Troy Burress. C'était sa 6e victime qui a été portée disparue le 31 juillet 1990. Et je vous ai donné une ville qui était importante, Ocala. C'est là où il travaillait, il était vendeur de saucisses à Ocala. Et il exécutait son métier quand il avait été vu pour la dernière fois. Dans notre histoire, cette tueuse voulait se rendre à Ocala. Est-ce qu'elle aurait éventuellement tué l'homme la nuit où elle a rencontré Oliver et son père? C'est pas impossible. En tout cas, cette femme a été condamnée à mort, elle est maintenant décédée. Mais ça fait quand même quelques sueurs froides quand Oliver se dit qu'il a, lui ou son père, failli faire le chauffeur pour une tueuse en série. Et surtout, il a failli ne pas être que chauffeur, mais aussi victime de cette personne. En tout cas, c'est ce qu'ils se disent. C'est toujours des histoires assez folles, les rencontres avec des tueurs en série, parce que tu te dis, quand tu les rencontres, tu sais pas s'ils étaient en période de chasse, donc tu aurais pu être une de leurs victimes, ou si pas du tout. En fait, ils ne t'auraient rien fait. Mais là, par rapport aux dates qu'on a dans l'histoire, et à la localisation justement de la tueuse, c'est-à-dire la ville d'Ocala, à côté de la station-service, tu peux dire que typiquement, Oliver ou son père aurait pu être une victime. Clairement. Bon les amis, on va s'arrêter là pour ces 3 histoires. Moi personnellement, la dernière elle m'a pas mis très bien. Ça c'est le genre de rencontre vraiment que je ne voudrais jamais expérimenter. Après des fois on peut avoir des rencontres avec des clowns flippants, des choses paranormales, vraiment des choses qui peuvent faire froid dans le dos, mais les tueurs en série ça me fout la chair de poule clairement. Bon en tout cas nous on va se mettre en sécurité, on va essayer de ne pas penser à tout ça parce qu'il y a de quoi ne pas dormir très sereinement cette nuit. Ah les amis, c'était des threads d'horreur je trouve plutôt sympathiques de mon côté, j'ai beaucoup aimé vous les raconter, et ce qui fait peur aussi je trouve dans ces histoires là, c'est que à chaque fois les personnes de qui on a parlé, qui ont raconté l'histoire, s'en sortent. Il n'y a pas réellement eu de situation clairement dangereuse, tout le monde s'en est sorti, mais à chaque fois tu te dis, dans la première histoire, la femme avec les 2 hommes, qu'est-ce qu'elle voulait faire ? Tu sais pas trop, t'es pas au courant de ses intentions. Dans l'histoire avec l'influenceuse, elle se serait fait kidnapper, mais c'est pas arrivé, donc est-ce qu'elle se serait vraiment fait kidnapper ou pas? Ça reste aussi un vrai mystère, même si on a tendance à penser que oui. Dans la dernière histoire avec la tueuse en série, est-ce que la tueuse aurait tué Oliver ou son père, ou peut-être les deux? Et c'est ça après qui est terrifiant, c'est que c'est notre imagination qui va justement nous faire supposer tout ça, et qui nous fait souvent imaginer le pire. Les amis, j'espère que ces petites histoires vous auront plu, qu'elles vous auront intéressé. Et vous me direz si vous réussissez à dormir sur vos 2 oreilles après ça. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!